l'impact de la LRU, je ne le vois pas encore très bien. Après tout ce qu'on a dit sur le risque qu'il y avait d'avoir une gestion opaque, à budget encore plus limité, etc., je ne le trouve pas. Alors après, sur l'organisation du fonctionnement à l'école, ça dépend un peu des gens qui sont à la tête de l'école, ça dépend un peu de l'ambiance qui peut régner dans les services. Voilà, globalement, je ne crois pas que ce soit la catastrophe, mais il y a de temps en temps des petits ratés quand même. Hein. On vient de passer quand même un an avec une crise sociale sévère qui laisse penser que c'est quand même pas l'idéal. C'est une direction qui a été prise dans les années 80. La transformation de l'école normale en université, c'est un processus que la direction actuelle, que la directrice actuelle gère, bien sûr, et ne freine pas, mais dont elle n'a pas la responsabilité. Il faut être très clair sur ce point. Ce sont les directions antérieures des années 80, 90, etc., qui ont lancé le mouvement. À mon sens, sans prospective, en cédant aux pressions du ministère, sans prospective. C'est le plus grave reproche que je fais aux directions depuis les années 80. C'est l'absence de réflexion sur les conséquences de ce qu'ils mettaient en route. Ce à quoi moi j'assiste en tant qu'élève depuis 3 ans maintenant, et voire plus, puisque j'en discute avec des gens qui sont là depuis plus longtemps, c'est globalement un accroissement du nombre d'élèves, du nombre d'étudiants, du nombre de la vie de l'école, accroissement qui ne se double pas de l'accroissement en termes de logement, en termes de parc immobilier, en termes d'emploi, de services, que ce soit la cuisine, que ce soit de professeurs, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression, en tant qu'élève, en tout cas, on peut avoir l'impression que l'école est surpeuplée. Ça a bouleversé beaucoup de choses, parce qu'on se retrouve avec des prestations extérieures, du monde extérieur qui vient manger à la cuisine, en sachant qu'entre midi et 14h30, on faisait jusqu'à 1200 couverts. 20 personnes en faisant 1200 personnes par jour. Et quand il y a des malades, les malades ne sont pas remplacés. Ou on fait appel peut-être à un intérimaire alors qu'on devrait remplacer en fonction des gens qui sont absents. Imagine-toi, tu cours dans tous les sens. Le corps, c'est comme une machine, il faut qu'il se repose. Nous avons connu aussi à la bibliothèque, et je pense que dans tout l'établissement, la disparition des agents de ménage, puisque ça a été externalisé. Ce sont les sociétés privées qui maintenant viennent faire le ménage le matin très tôt dans toute l'école. Donc nos collègues qui avons passé des concours, ces gens-là perdent de l'emploi. Donc c'est terrible parce que quand on n'a pas de diplôme, il devient de plus en plus difficile de rentrer dans la fonction publique. On avait avant 2009 des collègues qui enchaînaient des contrats de 3 mois, de 10 mois, de 2 mois, de 1 mois, etc. Et ceci pendant 10 ans, et des collègues qui assuraient une fois de plus des fonctions pérennes. Donc tout ça, ça fait masse, quoi. Mais ce n'est pas l'école normale supérieure seulement, c'est en général la fonction publique. Il y a 950 000 contractuels selon les chiffres officiels. Dans le dernier plan quinquennal qui est sorti, je crois, l'année dernière, et qui dicte la politique de l'école pour les années à venir, il est fait mention explicitement de ce repyramidage-là, c'est-à-dire exclusivement des créations de postes de fonctionnaires sur des catégories A. Sachant que les catégories C, on n'en a rien à foutre, puisque a priori, selon la direction en tout cas, des précaires peuvent très bien faire le boulot. Donc pourquoi se priver, quoi. Comme j'ai fait de la restauration toute ma vie dans le privé, j'ai toujours été tout de suite CDIsée. Et quand je suis arrivée là et qu'on m'a dit ça va être un CDD, je pensais que c'était un CDD pour un an normal. Et au fil des jours, on commençait à me dire non, moi je suis là depuis 8 ans, moi je suis là depuis 9 ans. Je dis waouh, c'est pas possible. C'est extrêmement méprisant de faire comprendre à quelqu'un que son boulot qui est en fait complètement important, essentiel, nécessaire plutôt, son travail qui est nécessaire, on pourrait s'en passer. C'est faux. Et
donc comme on est bien gentil d'accepter qu'il fasse ce travail, puisque dans le fond, c'est pas ça qui est important à l'école On normale. s'aperçoit que l'État fait un peu ce qu'il veut avec la loi. Ce qu'il impose en fait dans le privé, il ne le respecte pas lui-même. Donc là, le mouvement qu'il y a eu, ça fait prendre conscience de certaines choses. Et je pense pas que ça fait prendre conscience de la précarité, qu'il y aura moins de précaires. Je pense pas. On nous dit oui, mais vous savez, dans les autres services, on bosse. Mais non, je sais qu'ils bossent, mais pas comme dans la restauration, hein. La restauration, c'est vraiment un boulot très dur, hein, où vous êtes toujours en train de courir, de satisfaire le client et tout ça. Le salaire devrait venir en conséquence, hein. En 2005, je touchais 1070 et 6 ans après, je touche 1180. Fais le calcul. Ça fait combien? Ça fait quoi? 1070, ça fait 110 euros. 110 euros divisé sur 6 ans, c'est ça, ça fait quoi? Ça fait 20 euros à peu près? Le restaurant de mon époque, c'était un endroit où on s'asseyait à table, sur des tables qui étaient préparées à l'avance, et on était servi. Il y avait des gens qui apportaient les plats, qui venaient chercher les plats. C'était pas le self-service. Le self, j'avais l'impression que parce que nous, on allait chercher nos affaires, parce qu'on était face à face, tous à la même hauteur et tout, il y avait quelque chose de plus valorisant. En fait, il semblerait que non, que ce soit complètement le contraire, que le self-service, ce soit des cadences très rythmées, l'obligation de faire la plonge en temps réel, de servir en temps réel, de préparer des choses, etc. etc. Et qu'au fond, les gens du service de la restauration, ils souffrent. Ils ont plutôt eu l'impression que leurs conditions se dégradaient. On est bien loin des conditions de travail de nos collègues de la cantine, avec des violences verbales, des violences physiques, des discriminations poussées, alors qu'ici, non, les choses se passent quand même diamétralement mieux. Je ne pense pas que l'on se sente stressé à l'idée de venir travailler à la bibliothèque, ou qu'on soit paniqué à ne plus dormir. Je ne pense pas. On est loin d'Orange, France Télécom et compagnie. Ça, en aucun cas. Les syndicats étaient au courant déjà, hein, sur le chef, hein. Depuis longtemps, il y avait des gens qui venaient le voir, aller voir plusieurs fois en disant que le chef faisait du favoritisme. Si vous ne lui passez pas la pommade, et bien, monsieur était en colère, il choisissait les têtes, il choisissait une tête de Turc et il s'acharnait dessus, jusqu'à que la personne démissionnait. Je suivais l'affaire depuis 4 ans, parce que je suis aussi représentant du personnel dans un des syndicats de l'école. Donc voilà. Donc ce problème-là, je l'ai appris assez tôt, puisque je m'en suis occupé pendant 4 ans, parce qu'il y avait déjà pas mal de problèmes, qui étaient très 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 couverts par l'administration à l'époque. Donc on ne pouvait pas faire grand-chose, malheureusement. Quand ils voyaient Anis qui passait, ils disaient « Ah voilà, tous les Arabes c'est des trisomiques,
Mais le problème, c'est que ces gens-là savaient que le chef disait ça, mais ils allaient lui lécher le cul. Il y a un moment, il y avait des gens qui disaient oui, mais si vraiment ils étaient violentés par le chef, pourquoi ils se sont tus? Et oui, quand on ne sait pas si on va être renouvelé ou pas, quand on a besoin de son boulot, eh ben on peut le faire dans la précarité, dans la peur. Et on le fait sans aucune hésitation, parce qu'on n'a pas le choix. Moi, c'est pour ça que je me suis enregistré, parce que j'ai dit, c'est des salopards comme ça, ils sont capables de te foutre un couteau dans le dos, et après de te dire, ah ben non, c'est lui qui s'est foutu le couteau dans le dos. C'est pour ça que j'avais enregistré, et j'avais donné les enregistrements à un ami, et j'ai dit, si un jour il m'arrive quelque chose, eh ben tu feras écouter ça à la police. Ici, la cellule de refroidissement qu'on m'accuse, qui ne fonctionne pas, que j'ai fait, disons, mauvaise manipulation. Or ici, il manque déjà 3 boutons. Vous voyez, on ne sait même pas où il faut appuyer, on ne voit pas vraiment. À l'intérieur, la sonde ne fonctionne plus. Il y avait une histoire avant ça d'harcèlement et de violence physique. La personne voulait porter plainte et tout ce qu'on a trouvé à lui dire que non, il ne faut pas porter plainte pour le prestige de l'école. Je crois que ce mouvement démarre au moment où on envoie une lettre à la direction pour réactualiser la question des contractuels. Et c'est une lettre de la bibliothèque des lettres. Très peu après, la question de retraite, la réforme sur les retraites, engage un mouvement plus large. Il y a plusieurs personnels de l'école qui commencent à participer à des AG. Et jusqu'au mois de décembre, on met en relief ce qui ne va pas dans cette école. Ça a fait découvrir à toute une série de gens des situations dont ils ne se doutaient pas. Enfin, un nombre considérable de gens qui vivaient un peu dans leur bulle ont découvert les conditions dans lesquelles les gens étaient employés. Les gens ont commencé à prendre conscience de leurs droits qu'à partir du moment où on a commencé à faire le mouvement de grève. Pas avant. Je me suis dit, les gens à la fin, ils en auront marre en fait de donner de l'argent comme ça gratuitement. Et il faut trouver une solution pour que de l'argent rentre. La seule solution, c'est de faire des sandwichs ou vendre des boissons et tout ça. Des fois, on était en pleine préparation et des gens qui venaient, qui poussaient la porte de la salle à rang et qui disaient tout simplement: écoutez, nous c'est la première fois, mais on est juste passé voir si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous voulez qu'on participe pour la préparation des sandwichs. Moi je trouvais ça formidable.
chaque fois qu'on allait faire la grève, ils allaient voir le chef en disant « Chef, demain on fait grève, hein ?» « Oui, mais demain on reprend, hein, après demain. » J'en avais marre parce que j'ai dit « C'est pas possible. Quand tu fais grève, tu vas pas aller lécher le cul de l'autre, surtout l'autre il en a rien à foutre de ta gueule. Tu vas lui prévenir, tu vas tout raconter, toute ta stratégie. C'est qu'à manière tu pars en guerre, tu dis à l'autre attention, je vais commencer à te tirer dessus. » Ben, il va te descendre. Hein. Il y avait certaines personnes, certains chercheurs, quand ils passaient et quand nous on était en train de vendre, qui nous regardaient avec un mépris tel qu'on avait froid dans le dos. Ou alors on entendait, ces gens-là qui comprennent rien, on est obligé d'aller dehors pour s'acheter notre nourriture alors qu'on a droit au self. Mais ils ont rien compris. On me demande, il y a un mec avec la caméra qui s'est C'est l'énergie. Mais en fait, c'est l'énergie. Vous voulez qu'on mette ça là? Parce qu'on a pour histoire que chacun soit c'est important. Qu'un mouvement se soit mis en branle avec le soutien des élèves et une structuration, disons, syndicale pour protester contre la chose et pour obtenir, au terme d'actions assez longues de grève, etc., des améliorations, des garanties plus grandes, des titularisations, etc. C'était une chose inespérée. Donc personnellement, mais pas seulement personnellement, je veux dire en tant que syndiqué et puis même en tant qu'enseignant-chercheur, j'ai été extrêmement heureux qu'il y ait tout simplement un mouvement. On a toujours décidé avec les élèves et les grévistes. Mais quand on vote quelque chose d'important, Laurent, comment tu veux voter s'il n'y a pas beaucoup de grévistes? Certains, ils voulaient abandonner. Hein. Ils voulaient abandonner carrément. Mais moi, j'ai dit, mais attendez, on ne va pas abandonner. Attendez, si on retourne, on va se faire massacrer. Mais je me souviens, il y a un moment, on voyait qu'il y avait une forme de manipulation. Tu sais, par exemple, au début de la grève, on nous disait comme ça, tenez, au fait, ces grèves aujourd'hui, vous allez retourner chez vous. Moi, j'étais décidé à me mettre à travers du chef, même à recevoir une volée de coups de poing. Hein. Parce que, d'ailleurs, il n'y avait que cette solution. Hein. Parce que le chef, il aurait débloqué la porte, c'était fini. Tout le monde aurait fermé sa gueule. Tout le monde aurait dit, ah oui, chef, vous savez, hein, ta gueule, ferme ta gueule, c'est comme ça. Et c'était fini. Le lendemain matin, on aurait pris le boulot. Il a fallu que je foute un bordel monstre. Le fait qu'on ne voit pas les grévistes, ça voulait dire qu'en fin de compte, ce n'est plus les grévistes qui sont en grève, ou c'est pas la lutte des grévistes, des salariés, c'est la lutte des élèves. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que un peu tout le monde est responsable dans cette histoire. Parce que par exemple, des élèves comme moi, qui ne sont pas engagés dans le mouvement comme les autres, n'avaient rien fait non plus pour savoir ce qui se passait avant. C'est-à-dire que quand les salons commençaient à être occupés, c'était assez tard, ou quand le mouvement a pris, à partir de janvier, au moment où ça a pris l'ampleur, avant, il y a eu des jours de mobilisation qui ne m'ont pas fait me sentir concernée. Il y avait souvent des tracts, il y avait des manifestations, on a beaucoup parlé de ça, et les gens, en fait, ceux qui ont compris vraiment notre combat, plusieurs fois, ils sont venus parce qu'on avait fait des banquets, donc les gens sont venus, ils ont mangé, ils ont donné de l'argent. Il y a des gens, plusieurs fois, qui ont fait des dons, et c'est grâce à eux qu'on a pu aller jusqu'au bout. S'il n'y avait pas tous ces gens, des anonymes qu'on ne connaissait pas, on n'aurait jamais pu continuer. Impossible. Impossible. Les banquets ou ces trucs-là, ça a été des tentatives pour aussi faire des choses ensemble qui ne soient pas juste les moments de l'AG, tu vois, parce que les gens, ça leur pèse, tu vois, effectivement. Et ça, c'est des problèmes qui sont passionnants, je trouve, moi, politiquement, de voir que des gens, parce qu'ils sont en grève, alors que le travail, c'était l'enfer, comme ils le décrivent, ça leur manque, tu vois. Ça te manque quoi? De te lever à 6h du matin et de travailler comme un âne jusqu'à 15h pour ensuite aller épuiser, t'occuper de tes gosses et te coucher pour recommencer le lendemain? C'est ça qui te manque? Mais évidemment, non, c'est pas ça qui leur manque. C'est autre chose, c'est une certaine structuration du temps. Du coup, il y en avait qui se posaient plus de il y a des problèmes qui se posaient maintenant, qui se posaient pas quand ils bossaient parce qu'ils avaient leur rythme, etc., etc. Et un stress de pas savoir ce que tu vas faire, etc. Mais pouvoir discuter de tout ça,
ça n'a été possible que parce qu'on a eu du temps. Le moment où la direction a vraiment ouvert les yeux et les oreilles, parce qu'elle était au courant de la grève, mais elle s'en foutait réellement. C'est quand on a pris on a pris les salons, quoi. On a occupé ces salons. À ce moment-là, c'était comme si on avait touché à quelque chose de... Je pense que le moment fort, ça a été quoi? Quand on a investi les locaux de la direction, pour taper fort. Donc c'était plus la direction qui avait le pouvoir, mais c'était les salariés et les élèves qui prenaient la direction et les avoir chassés de là-bas. Ça a été très très fort. Elle nous voyait, quand elle rentrait le dimanche, faire des foot pieds nus dans la cour, ceux qui allaient au gymnase, ceux qui prenaient leur douche, ceux qui faisaient la bouffe, tu vois, toute l'organisation de la vie collective, en fait, pendant un mois dans l'école, bon, plus les médias, bien sûr, etc. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est cette espèce de double, tu vois, truc de disons, d'un pouvoir qui n'est plus, disons, soutenu par tout son appareil symbolique. On ose aller dans les salons, chier dans les chiottes ou aller chier. Enfin, tu vois, il y a une sorte de truc où non, mais on a cassé cette espèce de distance qu'elle pouvait toujours mettre vis-à-vis de nous en nous méprisant. On était tout petits et on a chassé, grâce aux élèves, j'ai comme ça, cette direction qui nous méprisait. J'ai comme ça. Donc, ils se sentaient rabaissés. Ça exprime en fait tout ce qu'elle déteste, tu vois, c'est-à-dire des gens qui sont d'en bas, qui n'ont pas grand-chose, tu vois, qui sont juste des travailleurs ou juste des étudiants qui viennent d'arriver là, pour lequel elle n'a pas le respect qu'elle a pour ses semblables, qui font des trucs ensemble, qui se battent et qui ont l'air heureux de le faire, tu vois, ça je crois que le truc qu'elle supportait pas, c'était la joie et l'espèce de bonne humeur qu'il pouvait y avoir dans l'occupation, par exemple, en dehors des moments d'âgé, tu vois. Les fêtes répétées, les rassemblements, les gens qui venaient pour les banquets, etc., des centaines de gens, les slogans partout, l'espèce d'exubérance qu'il pouvait y avoir, tu vois, dans un truc comme ça. Ça, je crois que ça a été des points qui peuvent apparaître symboliques, parce que c'est pas de la grève, c'est pas de l'argent, c'est des relations entre des gens, et c'est des sacrilèges répétés sur la symbole du pouvoir. Et ça, je crois qu'elle a trouvé ça totalement intolérable. J'ai beaucoup regretté la violence de cette action, qui a failli diviser vraiment les élèves entre eux, ce qui aurait été dommage, qui a causé des traumatismes un peu partout, autant chez les personnels grévistes et les gens du mouvement que chez les élèves qui subissaient tout ça. On nous a reproché une certaine violence, mais je trouve ça scandaleux de la part de gens qui refusent ainsi de reconnaître la violence qui pouvait être celle subie par les personnels, qui peut être celle subie par les personnels en grève de la part d'une direction qui ne prend même pas la peine de répondre à leurs revendications. Enfin, violence symbolique énorme de ce point de vue-là. Violence de la direction qui met des vigiles partout dans l'établissement pour empêcher tout un tas de choses. Il me semble que la violence a, au sein du mouvement, beaucoup plus émané de la direction elle-même que des grévistes et de leur soutien. C'est un petit peu tombé dans l'intégrisme, je trouve, un petit peu, à un certain degré. Donc j'ai pas trouvé ça très sain non plus. J'ai pas trouvé ça très sain, par exemple, qu'on n'entende pas beaucoup les grévistes parler, par exemple. Ou très peu. Ou alors parler que quand on leur dise de parler, d'aller faire des interviews à droite à gauche. Ou j'ai l'impression qu'à un certain degré, ils étaient quand même des fois un peu sous contrôle aussi. Donner des informations juridiques toutes bêtes aux grévistes, expliquer comment ça marche un syndicat ou ce genre de truc, ça c'est juste de la transmission de savoir en fait. C'est pas du tout de la manipulation. Et d'ailleurs, l'une des meilleures preuves de ça, c'est que pour la plupart, ils n'ont plus du tout besoin de nous pour ce qui est trucs juridiques. Il y en a 2 qui sont secrétaires de la CGT Fercsup sur place. Enfin, c'est bon, ils sont... Faut arrêter de nous faire chier avec ça, quoi. Ils sont autonomes, c'est des grandes personnes. Non, il n'y a pas eu de manipulation des élèves. Il n'y en a pas eu. Au contraire, c'est courageux ce qu'ils ont fait. Et moi, jamais je les remercierai assez. Ils nous ont jamais manipulés. Hein. C'est peut-être même nous qui les ont manipulés pour qu'ils nous donnent des conseils, pour nous soutenir, pour continuer la grève. Hein. À leur côté, on a appris beaucoup. On s'est enrichi à leur côté. Je pense que d'un côté comme de l'autre, eux, ils ont appris sur nous et nous, on a appris sur eux. Je pense pas qu'en bloquant ou en obligeant les gens à cesser de travailler, ce soit une bonne voie pour les convaincre. Mais bon, j'en sais rien. Moi, c'est pas ma façon de faire. Donc, oui, c'est vrai, on a commencé par un blocage, il n'y a pas eu une spontanéité
des grévistes de la cuisine de faire un mouvement tout de suite. Il a fallu qu'on bloque l'accès à leurs conditions de travail pour qu'ils ne soient pas emmerdés. Parce que, encore une fois, en tant que précaire, faire grève, ça implique beaucoup de choses. Quand on a un contrat à re-signer tous les 3, tous les 6 mois, tous les ans, effectivement, il a fallu que ça commence par nous. Mais immédiatement, pour le coup, les grévistes ont pris la parole lors d'Assemblée Générale, ils ont expliqué leurs revendications, c'est eux qui ont décidé de faire grève. Est-ce qu'avec un cadre plus souple, moins radical, est-ce qu'on aurait obtenu la même chose? Je ne suis pas certaine. La direction avait le pouvoir de signer des CDI. Et il me semble que ce mouvement nous a donné raison, quoi. Je continue à croire que un conflit social, c'est un conflit, et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler autour d'une table de négociation. En tout cas, pas sans un rapport de force favorable. Les policiers, ils arrivent, ils débarquent, ils défoncent tout et tout. Et ils étaient 80. Ils pensaient qu'ils allaient arrêter, je ne sais pas moi, combien de personnes. Ils étaient complètement déçus carrément et tout. Et on essayait de filmer et tout, et puis ils ne voulaient pas. Hein. Et on a dit, je me suis renseigné, c'est qu'ils n'ont pas le droit de nous interdire de filmer. Que finalement, soit la police qui vienne vider les lieux, ça, alors là, c'était prévu dès le départ. Mais c'est comme à Tiananmen. C'était clair qu'un jour, l'armée chinoise nettoierait la place. Bon, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, quand les gens ont la responsabilité d'un mouvement, ils calculent tout. Hein. Ils savent qu'il y a un moment, il faut partir, parce que sinon, ça va être sanglant. Et bon, après, la police vient vider les lieux. Bon, apparemment, ça ne s'est pas passé dans le sang. Je crois pas. Bien. Mais l'essentiel était ailleurs. L'essentiel, c'était les raisons pour lesquelles les gens se sont battus. Il fallait tout de suite rebondir. Ça a été dur. Mais il ne fallait pas baisser les bras. Il fallait continuer à lutter. Ils se sont dit, merde, on les a virés par les flics, ils vont se calmer, mais merde, ils sont encore plus virulents. Ils avaient peur à la fin. Ils se sont dit, merde, ils vont nous désosser. On n'est pas des cannibales, là, nous. Hein. Ce que j'ai trouvé de formidable chez les grévistes, c'est qu'au début, ils avaient peur. Ils avaient beaucoup de craintes. Ils n'étaient pas au courant, c'était notre première grève dans la vie. On ne savait pas à quoi s'en tenir vraiment. On ne connaissait pas les après-grèves, si tu veux. Et on était là, on voulait quelque chose, on le voulait très fort. On voulait un CDI. Mais on ne connaissait pas les conséquences. On n'aurait jamais cru que cette grève allait durer 6 mois, déjà. Et 6 mois, c'est très long. Le risque est toujours énorme d'un mouvement qui pourrit. Et les élèves de l'école, le problème, c'est qu'ils passent. Et les employés de l'école, ils restent. Ce qui a jeté aussi de l'huile sur le feu, c'est que la directrice a beaucoup changé aussi d'opinion aussi. Donc voilà quoi. Donc elle a beaucoup laissé aussi la direction générale des services faire son travail quoi. Donc je pense qu'elle n'a pas pris la responsabilité d'être rentrée dans la LRU, puisque c'est elle qui a voulu rentrer dans la LRU. Donc il faut qu'elle se mette dans la tête que c'est elle la patronne quoi. Donc voilà quoi. La personne qui avait le pouvoir d'y mettre fin était la moins emmerdée par la crise à l'intérieur de l'école. Donc il y a eu une forme de bêtise parce qu'elle n'a pas voulu reconnaître la situation, alors même que ses subordonnés immédiats, je pense, en subissaient les conséquences. Ce qu'elle n'a pas pu comprendre, c'est que la grève, ça a été aussi un moment positif pour plein de gens, de construction de relations et de prise de conscience d'une force, d'un collectif, etc. Et ça, c'est des trucs positifs. Et dans ce cas-là, quand le temps passe, quand 1 mois d'occupation passe, il y a une force énorme qui se crée du côté des grévistes. Le temps que les responsables de l'école, conseil d'administration, direction, etc., prennent conscience du fait que c'était intenable et qu'il y avait une vraie demande, et qu'ils commencent à négocier, à envisager des solutions, etc., tout ce temps-là a été perdu. Tout ce temps-là a été perdu. Et d'une certaine manière, les problèmes auraient dû être pris à bras-le-corps sans qu'il y ait même un mouvement. Ça a été beaucoup trop long. Surtout quand on considère le problème qui était celui qui était posé, qui n'est pas non plus un problème énorme en fait. Hein. Quand on voulait vraiment avoir un rendez-vous avec elle, c'est comme si on avait demandé un rendez-vous à la présidence, quoi.
C'était Monsieur le Président qu'on devait voir. On ne l'obtenait pas. Et quand on l'obtenait, c'était jamais avec elle. Et quand est-ce que la direction de cet établissement va faire une formation en gestion de conflits sociaux, parce que ça me paraît urgent? Demander à la direction de cet établissement. On fait déjà des formations. C'est ça qu'on voudrait savoir. Elle est où la directrice? Il y a un silence depuis une semaine, il n'y a rien du tout. C'est quand même incroyable, quand même, j'arrive pas à comprendre. Et Robespierre disait, il en est mort d'ailleurs, la République est aux mains des brigands. Et moi je trouve que Mme Campos-Perber, qui met son intérêt particulier au-dessus de l'intérêt général, à un point rarement vu dans l'histoire de France, est typiquement la figure du brigand. D'ailleurs, elle agit comme un brigand. Quand vous n'êtes pas d'accord avec elle et que vous portez des revendications qui ne sont que l'application de la justice et du droit, elle vous envoie les forces de l'ordre, qui sont, par le jeu des classes sociales, plus ou moins les siennes d'ailleurs. Pourquoi il y a un Saint-Nicolas? C'est ça. Donc moi je dis, Madame Valouga, vous êtes sous les ordres d'un brigand qui, par sa fonction, est pourtant censé incarner la République. Cet établissement n'a pas la culture du dialogue et cette direction n'a pas établi cette base de dialogue. Finalement, les contours à chaque instant et à chaque instance étaient totalement flous. C'est quoi? C'est de l'orgueil, de la bêtise, du désespoir? Mais si c'est du désespoir, on peut en parler, on peut peut-être vous aider. Enfin, peut-être qu'on est d'accord sur le fait que, je sais pas, quand le corps est malade, il faut trancher la tête et peut-être ensuite on voit, quoi. Voilà, enfin, je sais pas, mais il va bien falloir dire quelque chose et aller dans notre sens à un moment, quoi. Je crois que tout le monde est maintenant pour trancher la tête. J'ajoute que Robespierre aurait été pour aussi. Un bon fonctionnaire, c'est pas quelqu'un qui obéit aux ordres de façon aveugle et en dépit des principes et jusqu'au bout. Ça, c'est un fou. Un bon fonctionnaire, c'est quelqu'un qui, justement, met les principes au-dessus des ordres, madame. Et je me permets de vous le dire. C'est quelqu'un qui peut dire à des gens qui se comportent comme des terroristes qu'il y a des limites qui ont été dépassées. Donc c'est J'ai pas de bombe là sur moi. Moi j'ai un gros ventre, mais. Non, c'est la fonction. C'est fonctionnaire qu'on veut. Si c'est si néfaste d'être fonctionnaire, il suffit que vous démissionnez, vous demandez un CDD dans ces cas-là. Non, on parle de CDI. Non, si, au début, c'était fonctionnaire. Cette salle n'est pas prévue pour autant de monde. Monsieur Gunner. Monsieur Gunner, il y a un gars de la cuisine qui vous parle. Il y a un gars de la cuisine, ça vous fait mal aux oreilles de l'écouter, peut-être? Mon combat, il a toujours été pour la titularisation. CDI, je m'en fous. Du CDI, je m'en fous. Je veux être fonctionnaire comme vous. Parce que c'est pas parce que je suis un petit, non, hein, tout le monde est à égalité dans ce pays-là. C'est marqué, hein. Je veux être fonctionnaire. Tout ce qu'on a eu, c'était du mépris, de l'ignorance et de l'oubli. Ces gens-là vivent dans une autre planète. Campos-Perber aurait dû vivre au 19e ou au 18e siècle. Elle n'est pas... Elle vit dans un autre monde. Elle n'a jamais compris que la première chose qu'ont posé les salariés, c'était d'exiger d'être reconnus comme des personnes égales, capables de penser, de formuler un jugement, de parler, de s'exprimer face à face avec La elle. chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a visiblement pas eu d'intérêt majeur pour les personnels qui étaient en grève. Voilà. Je pense qu'il y a un manque, ce que le personnel ressent comme du mépris, qui, moi, vu de l'extérieur, un manque d'intérêt total. Du jour au lendemain, alors même que quelques jours avant, quelques semaines avant, les responsables de la CGT nous disaient que la victoire serait imminente et que 14 postes de fonctionnaires allaient être ouverts, du jour au lendemain, on a vu les mêmes personnes tenir un discours exactement inverse en disant « bon bah voilà, Canto a lâché sur ça, ça et ça, elle n'ira pas plus loin et maintenant il serait temps d'arrêter la grève. Vous n'avez plus le bon rapport de force. » Et ça, effectivement, ça nous a mis dans une colère noire, pas que les étudiants d'ailleurs, pas que les syndicalistes non CGT, également les grévistes, certains grévistes, et ça nous a amené, en fait, à demander, poliment mais fermement, aux gens du Bureau national de la CGT de quitter les assemblées générales, de ne plus aller négocier en notre nom, et de répondre au ministère, tout comme à Campos-Perber, que les négociations devaient se faire avec des gens de l'Assemblée générale. Oui, ils sont tous syndiqués maintenant. Or, avant, c'était moi le seul syndiqué. C'est très important. Parce que quand on est syndiqué, c'est sécurisant. On est moins, je veux dire, on est protégé, je dis comme ça. Par contre, il faut aussi
que les syndicats au niveau local soient forts. Quand il y a des syndicats à l'œuvre dans un mouvement, même si par ailleurs ils y sont intervenus plus tard et à la demande des gens, il n'empêche que ça donne du poids au mouvement, ça donne des relais, ça permet de négocier plus rapidement. L'audience auprès du ministère que la CGT peut avoir, le syndicat dont je fais partie, donc Solidaire, l'a pas, ça c'est sûr. Après, il faut aussi voir que l'audience que la CGT a au ministère se paye de trahison dans le genre de celle qu'elle a voulu nous faire subir, quoi. Fatou? Ah non, toi, t'as... Juste ami de Serge. Ah, c'est malin, on m'a dit que ça allait pas peut-être. S'il peut me les envoyer en dématérialisé, ça ira plus vite. Ok, merci. Ok, impeccable. Mais c'est moi qui vous remercie. Aujourd'hui, tous les grévistes ont eu des CDI et l'école a même universalisé ça puisque à partir d'aujourd'hui, normalement, tous les contractuels, tous les CDD qui auront plus de 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'un CDI. Il y avait plein de trucs dans le protocole qu'on a retirés pour qu'ils puissent être signés. Donc on a reculé pour gagner en fait. Disons ça, pour moi c'était un acte politique important, fort, qui n'était pas juste de reculer, qui était de dire que ce qui comptait le plus, c'était de maintenir le collectif ensemble, éviter une reprise dispersée du travail, que des gens reprennent alors que d'autres n'ont pas repris, etc. Donc de finir tous ensemble sur une signature de protocole et une fête, plutôt que de se déchirer en fait, parce que là on en arrivait à un point où pour plein de raisons différentes, le collectif partait un peu en miettes, donc on a préservé le collectif pour... voilà, donc c'est une victoire sur ce plan-là. C'est une victoire concrète, mais accompagnée de plein de dommages. Non, c'est pas une victoire, c'est juste une bataille de gagner, c'est tout. Je pense que de toute façon l'État n'est pas prêt quand même à, je pense, à remplacer un fonctionnaire sur 2, je crois, il me semble. Donc déjà, il y a beaucoup de choses qui sont réformées dans la fonction publique. De toute façon, maintenant chaque établissement fait ses propres règles. Hein, donc, C'est une victoire. C'est une victoire contre l'injustice sociale et dénoncer la précarité. Voilà. Et l'omerta qui existe depuis longtemps dans cette école. La vraie victoire, c'est que le mouvement ait eu lieu. Je veux dire, même s'il avait échoué, il y aurait eu une victoire dans le fait qu'il y ait eu un mouvement. Car depuis des années et des années, il n'y avait pas eu de mouvement à ce niveau, au niveau de ce type de travailleurs de l'école normale. Donc qu'il y ait eu un mouvement, que dans ce mouvement il y ait eu une association des élèves, des syndicats, des employés, etc. C'était une victoire, il y avait quelque chose d'un peu historique. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu une instance de mise au point à la fin. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé une nouvelle institution. On a trouvé que comme institution au conseil de discipline. On n'a pas créé quelque chose qui permette à chacun de prendre sa part du truc. C'est-à-dire de rendre les gens conscients de ce qui s'est passé. J'ai pas changé. Je suis toujours le même Hamid. Toujours. C'est pas ce que j'étais dans la lutte. J'ai changé, bien sûr. J'ai peut-être pris plus d'assurance sur certaines choses. Je me laisserai moins faire, d'accord. Mais le personnage souriant, tout ça, il faudra du temps pour qu'il revienne. Quelques temps. C'est comme ça. Thank you.
notre but, c'est d'avoir la titularisation. Donc, est-ce qu'il y aura un autre mouvement après la rentrée? Je ne sais pas trop, Il peut-être. faudra continuer à se battre. Moi, je ne pense pas que le CDI, ce soit le cadre normal de l'emploi pérenne dans la fonction publique. Et d'ailleurs, les textes de loi me donnent raison. L'emploi pérenne dans la fonction publique, il doit être exercé par des fonctionnaires. Maintenant, il y a un collectif à la cantine de gens qui se laisseront plus jamais cracher dessus, plus jamais marcher dessus, plus jamais traités comme des merdes. Je pense que si on nous prend vraiment pour des cons, il ne faudrait pas qu'ils s'amusent à ça parce que ils savent très très bien de quoi on est capable. Tout ce qui est encore brandi comme un témoignage de la valeur de l'école normale est issu du système qui est en train de disparaître, qu'on est en train de détruire, avec l'aval évidemment de la Commission de Bruxelles et tout le système européen de restructuration de la vie universitaire en Europe. Donc il y a là une hypocrisie fabuleuse. Récemment, je zappais, comme par hasard, sur qui que je tombe, ça a fait sourire les élèves. Monique Cantos-Perber, qui était invitée à la GNLCP, interrogée par Jean-Marie Colombani, et elle parlait de quoi? Ah oui, l'avenir l'intéresse, surtout l'avenir des gros sioux. Le NS, du fait même qu'elle perd sa fonction et qu'elle court encore une fois à la hiérarchie, au prestige, etc., forme de plus en plus des gens qui ont de moins en moins de missions républicaines à remplir. Je vois pas trop ce qu'on a à gagner à vivre sur un mode de productivité incessante. On réfléchira pas mieux. Ce qu'on a appelé la fonction publique dans ce pays est définitivement passé de mode et renvoyé à une autre époque. J'ai l'impression presque de faire partie des dernières générations de fonctionnaires à passer un concours sans être 400 sur un poste encore. Comme c'est le cas de plus en plus, où il y a pléthore de candidats et à mérite brillants égaux parfois. Donc la sélection est dure. Et que font les autres? La notion même de service public, ça par contre, j'espère qu'on saura le défendre, c'est-à-dire la culture, l'éducation, la santé, toutes ces choses-là, en tant que public et égalitaire au maximum dans la façon que les gens ont d'y accéder, ça je pense qu'il faut le défendre. Ils ne veulent pas de fonctionnaires, ils ne veulent pas ceci, ils ne veulent pas cela, mais ils taxent encore les gens, ils taxent des impôts. Dans ces cas-là, s'ils taxent les gens, il faut qu'ils redistribuent de l'argent ailleurs, qu'ils distribuent, ou qu'ils forment, ou qu'ils mettent ça pour la recherche, parce que la recherche, un jour ou l'autre, on peut bénéficier. Mais c'est pas ce qu'ils font. Si on veut faire des économies, on devrait d'abord commencer par le haut et finir par le bas, quoi. Je pense que c'est quand même plus logique, quoi. Parce qu'il y a des purges à faire quand même vers le haut, quoi. Parce que c'est pas normal qu'on donne des primes sur la paye d'un ouvrier, quoi. Je trouve que c'est quand même illogique, quoi. C'est pas normal. Surtout quand on t'apprend ça en fin d'année où tu tires la langue parce que tu dois acheter des cadeaux, tu dois faire... voilà, c'est... limite, t'as envie d'égorger la personne qui te montre sa prime, quoi. L'État doit absolument prendre en considération tout ce qui se passe. Les hôpitaux, qu'est-ce qu'ils arrêtent pas? Ils n'arrêtent pas de hurler. Ça fait des années. Le manque de personnel, la surcharge du travail, tout le blablabla, les gens en ont marre. Et après, il faut se poser des questions. Pourquoi ces gens ne vont pas voter? Je ne suis pas désespérée, mais je suis sans espoir. Voilà. En gros, ça pourrait être ça mon dernier mot. Je suis sans espoir, mais sans être désespérée. Et je suis toujours très combative. Si on ne se bouge pas, si on ne pense pas à l'avenir de nos enfants, personne ne le fera à votre place. Les gens au pouvoir et les gens qui seront vraisemblablement après eux ne chercheront pas à faire grand-chose pour sauver la fonction publique, voire pour reconstruire une fonction publique digne de ce nom. Je pense qu'il faudra des luttes et il faudra des mouvements sociaux. Ça. Je vois pas comment faire autrement, quoi. Pour être républicain, c'est déjà dans la mentalité déjà. Et alors là, ils n'ont même pas une mentalité de républicain. Pour moi, je crois que c'est mal barré, la République. Hein. Ce qui fait inverser la donne, c'est toujours une grande catastrophe. C'est toujours une grande catastrophe. Même les petites catastrophes font pas trop changer les choses. Je veux dire, la centrale de Dungeness qui pète en 64 en Angleterre, silence de mort, personne n'en parle.
Donc, bon. Puis les autres, etc., etc. Non, ça fait rien, on continue. C'est la grande catastrophe qui fait bouger les choses. Moi, je pense qu'un président, il doit être payé comme un ouvrier. C'est tout. Si la France va mal, lui aussi doit se serrer les ceintures. Si les Français mangent le potage tous les soirs parce qu'ils n'ont pas grand-chose à bouffer, lui aussi doit bouffer le potage aussi. Va expliquer aux gens pourquoi ils se sont pas battus. Parce qu'ils ont pensé qu'à leur petite gueule, tout simplement. À leur petite gueule d'égoïste, tout simplement. Et ces gens-là t'osent te dire après, comme ça, que le jour où vous vous battez, on se mettra de votre côté. On a vu ce qu'il en était. Voilà. Donc je me fais du souci pour la fonction publique. S'il doit aller en vacances, pas prendre l'argent du contribuable pour se payer un voyage, je sais pas où, au cocotier. Il peut bien aller en dehors de Paris, dans un camping, planter une tente. Il y a un mal-être énorme. Et moi, tout ce que je crains, c'est qu'un jour, vraiment, si en France ça va péter, ça pètera vraiment. Et là, ça sera dur. Parce que les gens, ils en ont marre. Ils sont fatigués. Ils ont envie de ne plus penser à comment remplir leur caddie. Le système français est dans le collimateur des experts de Bruxelles. Parce que c'est un système, très appuyé sur une fonction publique, le rôle de l'État, etc. Ce sont des valeurs tout à fait contradictoires avec celles de la majorité des gens de Bruxelles, qui sont des privatiseurs à tout crin, d'une certaine manière des barbares d'un nouveau type. Donc l'avenir est compromis. La solution, il faudrait... On peut voter encore? Ça sert à quelque chose? Non, ça ne sert plus à rien de voter. Moi, je pense qu'il faut prendre tous les gens qui sont au pouvoir, là, leur couper la tête. Divizia